Anne-Sophie Lurquin, bonsoir. Vous êtes donc journaliste au Soir et membre donc de ce consortium international. Alors c'est vrai que ça a de quoi étonner, ça a de quoi faire peur aussi, les informations que vous avez révélées hier, donc sur cette absence de contrôle par rapport aux implants qui existent. Comment est-ce possible? Oui, donc le but n'est pas de faire peur, mais plutôt d'inciter les gens à bien s'informer des dangers potentiels. Alors, comment c'est possible? En fait, on a une agence de contrôle des médicaments qu'on a contactée pour avoir une estimation du nombre d'incidents qui avaient eu lieu liés à des implants, des dispositifs médicaux. Et en fait, ils nous ont dit que c'était impossible de nous les donner. Ça leur prendrait beaucoup de temps pour anonymiser les données. Ce registre existe depuis 2013. Et puis finalement, après plusieurs tractations, ils ont accepté de collaborer en éliminant les implants mammaires et les implants dentaires parce qu'il y aurait eu trop de cas et que ça leur aurait demandé trop de travail. Et vraiment respect à leur collaboration et au travail. Mais donc au final, ils nous ont transmis un document avec 4000 incidents depuis 2013, donc depuis 5 ans. Mais d'après le directeur de cette agence pour le médicament, ce n'est qu'un nombre, ce nombre est très sous-estimé, puisqu'il ne représente qu'entre 10 et 20% des incidents signalés. Alors ça paraît à peine croyable qu'il y ait autant d'incidents avec les implants. Sabine Storder, bonsoir. Vous êtes experte en analyse des systèmes de santé au KCE, le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Alors vous, est-ce que vous êtes surprise par ces chiffres sur ces incidents? On en recense à peu près 4000, mais ce serait vraiment la pointe visible de l'iceberg. Est-ce que ça vous étonne, vous? Non, pas du tout. En fait, le KCE avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. Et nous avons d'ailleurs publié un rapport en 2015 qui mettait déjà au jour les lacunes dans la législation, dans les contrôles sur l'autorisation de mise sur le marché, dans l'absence de données cliniques sur la sécurité, l'efficacité de ces implants avant leur distribution en Europe. Et nous avions d'ailleurs proposer toute une série de recommandations qui permettraient d'agir avec davantage de prudence avant de proposer ces implants aux patients. Alors Anne-Sophie, s'il y a autant d'incidents, c'est lié à quoi? C'est au fait qu'on homologue trop vite ces implants sans assez de contrôle? Oui, donc en fait, il y a ce qu'on appelle des organismes certifiés, une soixantaine en Europe, et donc une firme s'adresse à cet organisme certifié pour obtenir le label CE qui permet à cette firme de distribuer dans toute l'Europe. Et en fait, le test a été fait par une journaliste néerlandaise qui a fait passer un vulgaire filet de mandarine sans les mandarines pour un implant vaginal, et elle a obtenu le certificat donc autorisant cet implant. Et cette carence des organismes de contrôle, elle est liée à quoi selon vous, vous qui avez enquêté? Alors, elle est liée à peut-être l'absence d'essais cliniques, en fait, puisque les certifications ne peuvent se faire, les problèmes ne s'établissent qu'a posteriori, et c'est ça le problème. Et puis peut-être aussi un jeu entre l'industrie médicale et ces organismes de contrôle aussi. Oui, parce que vous dites que c'est ces organismes de contrôle qui posent question si on peut faire homologuer un implant dans plusieurs pays d'Europe. Oui, donc en fait, d'abord on parle d'agences. Dans certains pays, ces agences ne comprennent que 2 personnes qui n'ont pas nécessairement le profil professionnel, la compétence pour pouvoir évaluer un dossier d'introduction d'un implant médical. Alors ce sont des agences commerciales qui sont financées par les firmes pharmaceutiques. Donc on comprend tout de suite qu'il y a une absence totale d'indépendance de ces agences par rapport aux firmes. Donc il y a un enjeu commercial extrêmement important. J'aimerais quand même rappeler que les implants ne dépendent pas au niveau de la Commission européenne de la DG Santé, mais de la DG Marché intérieur. Et qu'ils pourraient donc être traités comme n'importe quel objet commercialisé, comme un verre, comme une voiture par exemple. Donc ces personnes n'ont pas la formation, ne sont pas contrôlées eux-mêmes sur les autorisations qu'ils délivrent. Et de plus, quand ils le font, ce n'est que sur la performance, sur le produit, pas sur l'efficacité quand ce produit est implanté dans un patient. Alors les problèmes qui peuvent se poser, c'est un problème de pile par exemple, d'usure prématurée de pile pour des pacemakers, mais ça peut être d'autres types de problèmes. Oui, alors ça peut être par exemple pour une pompe cardiaque, un problème de connecteur avec le petit ordinateur chargé d'alimenter
cette pompe. Ça peut être aussi, il y a eu le scandale PIP des prothèses mammaires. Qui fouillait donc. Oui, qui fouillait, mais surtout, en fait, le fabricant avait mis un mauvais gel, un gel de moins bonne qualité qui a créé un vrai problème auprès des patientes. Et alors aussi, il y a eu la même année, donc en 2010, les prothèses métal-métal d'une firme américaine qui s'appelle Depuis, et donc qui libérait des particules de cobalt et de chrome dans le sang des patients, entraînant une nécrose, dans certains cas, une nécrose des tissus. Oui, parce qu'il ne faut pas stigmatiser tous les implants, il y en a des milliers qui sont implantés chaque année. Voilà, je crois qu'il faut rappeler que ça sauve des vies, que ça soulage des vies et que c'est important. Mais peut-être ce qu'il faut faire, et nous on reçoit des tas de témoignages maintenant, puisque c'est en Belgique, aussi on a collaboré avec De Tate et le CNAC, et donc ces trois médias reçoivent, dont nous, des tas de témoignages de patients faisant état de douleurs, mais donc peut-être aussi dire qu'il y a une responsabilité partagée du médecin qui est tenu d'informer son patient des risques, mais aussi du patient qui peut-être ne doit pas faire une confiance aveugle. Oui. Alors justement, Sabine Sorder, on pourrait penser que le chirurgien ou le médecin qui intervient dispose, lui, de l'expertise, et donc à ce moment-là, il y a des lacunes dans ce côté-là, aussi dans la prescription, dans le choix d'un implant à certains moments? Oui, donc il faut savoir qu'effectivement, les médecins essayent d'offrir à leurs patients les meilleurs soins possibles et essayent de répondre aux innovations technologiques et à l'évolution. Ça, c'est totalement naturel. On ne va plus proposer à l'heure actuelle à des patients des thérapies qui datent peut-être d'une cinquantaine d'années, quand des éléments plus légers, plus flexibles ou plus durables sont mis sur le marché. Le problème est qu'eux-mêmes ne disposent pas de l'entière information concernant la performance de l'implant, son efficacité et sa sécurité, puisque ces éléments-là n'ont pas été testés sur des patients et n'ont surtout pas été testés sur un moyen terme ou un long terme. La plupart du temps, un implant est d'abord testé soit sur des animaux, ensuite sur des cadavres. Donc il n'est pas soumis aux mêmes tensions qu'un humain en vie. Et en plus, quand on le teste éventuellement sur quelques cas, ce serait un volontaire, on fait un suivi par exemple à 2 mois ou à 6 semaines. Mais des implants, ça s'évalue à 1 an, à 2 ans, à 5 ans ou à 10 ans. Donc bien entendu, on ne va pas attendre 10 ans avant de proposer une innovation technologique sur le marché, mais il faut en profiter pour enregistrer le plus possible les données d'efficacité et de sécurité pour arrêter la commercialisation quand il y a des problèmes manifestes qui se déclarent. Oui. Alors là, vous recevez beaucoup de témoignages de personnes qui sont en souffrance par rapport à un implant qu'ils ont reçu. Il faut savoir que parfois, enlever l'implant est très compliqué. Oui, et très douloureux, puisqu'il y a des tissus qui se sont formés, qui ont fait que l'implant est incrusté. Donc parfois, il faut l'enlever au marteau, et c'est des heures d'opération au burin, enfin voilà. Mais ce que je voulais dire, peut-être revenir sur les essais cliniques. En fait, notre enquête fait apparaître que 90% des implants n'ont pas d'essais cliniques préalables. Et en fait, ce n'est qu'a posteriori qu'on peut évaluer, comme disait Madame Sorder. Oui, ça paraît à peine croyable. Hein, ça, mais aussi, ce qu'on a fait apparaître, c'est que nous, on a une commission d'évaluation en Belgique de ces implants. Et qu'en fait, ils sont tenus de se réunir. Mais alors voilà, c'est compliqué sans doute à mettre en œuvre, mais ils sont 23 membres. Pour que la réunion puisse avoir lieu, ils doivent être légalement 10. La plupart du temps, ils sont 3. Et ils doivent vérifier des milliers d'implants. Et donc voilà un petit peu comment c'est un des dysfonctionnements qu'on pointe en fait. Oui, et donc il y a un chaînon manquant dans la législation. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette situation devienne meilleure, selon vous ? Donc on a déjà un peu raté le coche avec le règlement de l'Union européenne de 2017, puisqu'on pouvait introduire à ce moment-là l'exigence d'évaluation de la sécurité et de l'efficacité clinique. Et les lobbies ont fait que ces éléments-là n'ont finalement pas été intégrés dans le règlement du Conseil et du Parlement européen. Oui, donc il le fait encore valoir aujourd'hui, ce lobby. Voilà, et les arguments étaient, vous allez retarder la mise sur le marché d'innovation technologique. Aux États-Unis, par exemple, une seule agence centralise l'évaluation de ces implants avant la mise sur le marché, c'est la FDA, la Food and Drug Administration, et effectivement, ils refusent plus de dossiers. Est-ce qu'on dit des Américains qu'ils retardent l'arrivée de l'innovation technologique? Je pense qu'au contraire, ils font un choix davantage raisonné. Alors, l'Europe n'a pas voulu faire ce choix, donc nous n'avons plus que la surveillance
a posteriori. Et donc, on devrait, même en tant qu'État membre de l'Union européenne, pouvoir prévoir des garde-fous. Et c'est possible. Oui. Alors, dernière question pour ceux maintenant qui, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vont se faire placer un implant. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? C'est quoi? C'est demander le plus de renseignements possible? Mais oui, non, dans les témoignages que j'ai récoltés, je me rends compte que peu de personnes même savent ce qu'elles ont dans le corps. Ni la marque, ni le matériau, ni les risques. Donc voilà, ils font une confiance aveugle en leur médecin, et c'est très bien. Et puis certains médecins aussi sont habitués de travailler avec certains matériels auxquels ils font confiance. Mais donc je dirais, vraiment j'insiste là-dessus, sur la responsabilité partagée du patient, qui devrait se renseigner sur les risques éventuels sans pour autant qu'il y ait une psychose, et vraiment garder à l'esprit que ça soulage la souffrance. Et le médecin est tenu d'expliquer aussi ce qu'on va placer dans le corps du patient et quels sont les risques. Oui. Et notamment quand on s'agit d'implants, notamment comme des implants cardiaques où le risque est vraiment manifeste, les médecins devraient proposer non pas seulement l'innovation technologique, mais aussi l'approche qui a déjà été prouvée, de manière à ce que le patient puisse faire lui-même un choix éclairé entre une approche qui a déjà fait ses preuves, qui a été testée et qui a démontré son efficacité, et la nouvelle innovation, et ensuite de pouvoir attester qu'il a reçu cette information et faire le choix entre les deux approches, en connaissance de cause. Très rapidement. Le risque zéro n'existe pas, et les prothèses aussi ne durent pas à vie. Donc voilà, aussi, il faut le dire. Mais merci en tout cas pour toutes ces explications, et on pourra retrouver dans le courant de la semaine des témoignages que vous avez recueillis dans le journal et d'autres informations évidemment. Merci d'être venu donc dans le journal Le Soir.